Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à ces magazines Économie pour tous. Nous sommes là pour vous servir. Si je dis que je suis là, nous sommes là. Je ne suis pas seule, je suis sur ces plateaux avec mon invité de tous les temps, de tous les jours, M. Simon Bosso, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. De la télévision catholique chrétienne. De la RTC Qui nous ont manqué. Oui, nous sommes dans le confinement, donc notre télévision est confinée à la Gombe. Bon, c'est une réalité, ce qui prouve que le coronavirus c'est une réalité. C'est une réalité. Dommage que beaucoup de Congolais n'y croient pas encore, ou ils croient que c'est une maladie réservée aux riches et aux dirigeants. Mais aujourd'hui, nous avons franchi les 1100 cas dans notre pays. Si ça continue à cette allure, nous risquons d'être dépassés bientôt. Puisque nous sommes dans un magazine économique, on va parler de la crise économique due au coronavirus. Il y a une crise qui s'est fait déjà sentir dans la capitale, pour ne pas dire en RDC. Ah oui, c'est une crise qui va au-delà de notre pays parce que c'est la première fois qu'une crise sanitaire se répercute de manière aussi accélérée et aussi étendue. Nous sommes aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale qui est confinée. Qui est confinée. La vitesse de contagion de cette pandémie, les dépassements ou les débordements des systèmes sanitaires, même des pays les plus avancés, des pays comme les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne. On a connu des crises sanitaires dans le monde, on a parlé de la grippe espagnole, mais jamais on a eu une crise sanitaire qui a eu un impact économique et social aussi vaste, aussi étendu, qui a atteint presque tous les pays du monde, quasiment en même temps, et c'est la mondialisation qu'on a connue sur le plan économique et technologique a atteint maintenant le domaine sanitaire. C'est la mondialisation d'une maladie à une vitesse et à une allure et avec dans un espace aussi vaste, et l'accélération de la circulation des personnes, des biens que la mondialisation a favorisé, s'est retournée contre le monde aujourd'hui. Et par rapport à notre pays, nous voyons comment des pays qui sont mal intégrés dans la mondialisation, des pays qui ne sont pas préparés à gérer des risques majeurs. Donc, nous avons vu comment que notre pays manque de résilience. J'ai toujours dit, beaucoup de Congolais disent nous avons un grand pays, mais non, j'ai toujours dit que nous avons un vaste pays. Mais pas grand, oui. On a beaucoup de choses à faire pour essayer de... Pour devenir un grand pays, il faut avoir la capacité de résilience, c'est-à-dire la capacité de résister au choc, notamment au choc extérieur, et de rebondir, de pouvoir apporter des réponses rapides et appropriées. On dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais sûrement que l'État congolais a prévu quelque chose par rapport à cette crise. Qu'est-ce que l'État congolais a prévu? Bon, moi, j'ai eu à travailler moi-même, madame, dans la stratégie nationale de protection sociale des groupes vulnérables. Nous avons travaillé sur la gestion des risques. C'était en quelle année comme ça? 2002-2003, à la sortie de la guerre, après la réunification du pays, il y avait beaucoup... J'étais la première équipe qui a travaillé dans une mission, une étude financée par la Banque mondiale sur les risques et vulnérabilités. Nous avons évalué quels sont les risques auxquels était exposé notre pays après la guerre. Et parmi les risques majeurs qu'on a dans un pays, ce sont les épidémies et les pandémies. Nous avons connu Ebola, nous avons eu d'autres maladies graves comme la poliomyélite, nous avons la rougeole, tout ça. La rougeole, la malaria, tuberculose. Donc nous avons ça, nous avons eu les risques liés aux catastrophes naturelles. Nous avons beaucoup des inondations, des séismes avec comment on appelle ça dans les Kivu là,
avec les volcans. Tremblement de terre. Comme les volcans, Oui. Quand le volcan là, commence à s'échauffer, là, ça dégage des laves, Oui. ça provoque des destructions massives, Oui. des déplacements des populations. Il y a eu des guerres. Oui. Nous avons Tout cela est prévu dans le budget. dans ces documents-là. Oui. Mais on n'a jamais pu mettre ça en œuvre. Ah bon? Et il y a 3 stratégies face à des risques. Il y a la prévention, vous avez parlé de prévention. Il faut savoir prévenir. Il y a l'atténuation. Quand le risque est déjà là, on ne peut plus l'arrêter, la prévenir, il faut l'atténuer. C'est-à-dire en diminuer les effets. Oui. Et la 3e, c'est l'élimination. Donc ça, il faut éliminer les Comment risques. éliminer? Donc, Et il y a 3 phases. Il y a 3 phases. Oui. Maintenant, nous sommes dans quelle phase? Nous sommes dans la 2e aujourd'hui. Nous sommes dans la 2e. Comment atténuer? Comment atténuer les effets? Parce que la crise est déjà là. Et il y a un plan qui a été conçu, le plan multisectoriel riposte, qui a été préparé par le secrétaire technique dirigé par notre ami, le professeur Muyembe, qui a évalué, coûte environ 125 millions de dollars. Mais vous avez appris, comme tout le monde, que jusqu'ici, le gouvernement n'a pu mettre à disposition que 3 millions. 3 millions, oui. Il y a des malades qui réclament déjà. Il y a des malades, j'apprends ici, à Matadi. Il y a des gens qu'on a confinés, ils n'ont pas à manger. Donc, c'est pour ça même que nous n'avons pas été capables de confiner la ville de Kinshasa, parce que ça allait être une catastrophe. On allait avoir du pillage ici. Parce que les gens n'ont pas de réserves. Pour atténuer, il faut puiser dans les réserves. Il n'y a pas de réserve alimentaire. Il n'y a pas de réserve même d'échange. Heureusement, avec l'intervention des fonds monétaires, de 365 368 millions de dollars, qui ont pu ramener nos réserves d'échange qui étaient tombées à presque 1 semaine et demie. Maintenant, on est à 3 semaines d'importation. Et on voit que le volet économique et social de la crise n'est pas vraiment organisé de manière bien coordonnée. Il y a des mesures qui ont été prises un peu de manière isolée. On a pris des mesures pour alléger la fiscalité, réduire les taxes, ce qui permet aux entreprises de souffler un peu. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur le plan économique? Il y a 2 chocs. Il y a le choc de l'offre, c'est-à-dire réduction ou arrêt des activités des entreprises, avec le confinement et la fermeture des frontières, et des frontières internes entre Kinshasa et les provinces, et des frontières externes entre la RDC et l'extérieur. Les mouvements des affaires s'est ralenti et même arrêté à certains égards. Il y a, avec les mesures liées à l'état d'urgence, un certain nombre d'activités économiques et commerciales ont été interdites. Les terrasses, les restaurants, il y a les hôtels qui sont pratiquement fermés. Je ne sais pas s'il y a encore quelques hôtels qui fonctionnent, mais sans restauration, pas de terrasse. Alors, les dépôts, les bars, fermés, même les églises. Les églises fermées. Il y a même des choses, il y a de bonnes choses, moi, à la fermeture des bars. Bon, c'est une activité économique. Il y a une étude qui avait été faite dans la ville de Kinshasa. Les deux plus grands commerces ici, ce sont les bars, terrasses et les églises. Oui, mais on a fermé les deux alors. On a fermé les deux. Mais en formant les deux, il y a non seulement des gens qui ont perdu des emplois, perdu des emplois. Dans des pays comme les États-Unis, il y a plus de 10 millions de gens qui ont perdu leurs emplois. Ici, comme nous n'avons pas de statistiques fiables, déjà près de 70 à 80% de la population n'a pas un emploi formel. Donc, les gens se débrouillent. On a fermé les grands marchés. Voilà tout ce monde-là qui vivent grâce au marché. Ils sont aujourd'hui au chômage. Vous voyez la Gombe qui est le cœur de l'activité économique, l'épicentre. Les gens pourraient aller acheter des produits, les sièges de grandes sociétés, des banques, des administrations. Ils n'ont plus accès. Donc, tout le monde subit les contre-coups et ça ne peut pas s'approvisionner comme avant. Donc, vous avez parlé de la loi de l'offre. Alors, ça, c'est le choc de l'offre, qui se traduit par une diminution des emplois. Diminution des emplois, diminution
de revenus. Ok. Parce que les gens qui travaillent, leur nombre a diminué, et même certains maintenant travaillent seulement à moitié, Oui. à Il mi-temps, y a le service minimum. donc ils ne touchent plus leur salaire entier. Et ça entraîne donc, les le chocs. service minimum entraîne Ah oui, réduction de ah salaire oui. aussi. Oui, C'est parce dans que- les contrats de Mais travail. c'est comme ça. Mais une entreprise qui n'a plus sa production normale, Oui. qui n'a plus son chiffre d'affaires habituel, mais Oui. comment il va payer entièrement les salaires hein, s'il n'utilise qu'un tiers du Des personnel agents, oui. hein? Comme je disais, quand les bars et les terrasses sont fermés, les brasseries ont diminué Oui. leur chiffre. Oui. Hein, c'est les brasseries qui approvisionnent les hôtels, les supermarchés, les bars, les terrasses, les dépôts sont obligés, ils n'ont plus le même marché. Oui. L'étendue de leur marché s'est rétrécie. Alors, s'ils utilisent un tiers du personnel ou un quart, et ils n'ont plus que le quart de leur chiffre d'affaires, comment ils vont payer la totalité? Donc, s'ils peuvent payer la totalité, ils vont donner Ils vont moins, réduire le réduire. salaire, oui. Et puisque les gens reçoivent moins de revenus, ils consomment moins. C'est le choc de la demande. Parce qu'en économie, nous disons, mes dépenses, ce sont vos revenus. Oui. Hein? Quand moi, je fais de la publicité à la RTCE, si je n'en fais plus, vous n'avez plus les revenus. Là. Oui, c'est ça. Alors, ça diminue vos recettes. Et comment vous allez vous faire face à vos dépenses? Vous allez aussi réduire le niveau de vos dépenses. Oui. Hein, vous ne pourrez pas faire face aux frais heureusement, bon, on a suspendu le paiement des factures d'électricité et de l'eau pendant 2 mois. Oui. Hein, la TVA et d'autres taxes pour 6 mois. Donc, il y a ces 2 chocs-là majeurs. Et c'est arrivé rarement dans l'économie mondiale qu'il y ait simultanément un choc au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Maintenant, puisqu'il y a un choc déjà, il y a quand même un moyen de sortie. Donc, il faut atténuer. Nous sommes dans la phase d'atténuation. Donc, il n'y a que l'État qui a les moyens aujourd'hui de faire quelque chose pour soutenir les entreprises pour qu'ils puissent reprendre progressivement l'activité quand on va déconfiner la Gombe, pour que les entreprises reprennent l'activité. Alors, il faut les financer. J'ai vu que l'État, dans l'argent que le FMI nous a donné, a mis 50 millions de dollars pour faire des prêts aux entreprises à travers les banques. Ok. Bon, mais il faut commencer par identifier surtout les entreprises qui ont subi les grands chocs, les plus vulnérables. Comme on a dit, les hôtels, hein, les restaurants, les entreprises qui fournissaient, comme les brasseries. Il y a maintenant toutes les entreprises qui dépendaient des importations de l'extérieur. Mais ce type de crise a aussi un avantage. Ça doit nous permettre de restructurer, de refondre, repenser notre économie. Si seulement on a la conscience, c'est ça. Mais vous savez, tous les grands pays, toutes les grandes économies se sont construites à partir des crises. Hein, après les guerres là, mondiales, là, il y a eu les plans Marshall. Ils ont reconstruit. Nous avons toujours parlé de diversifier notre économie. Mais on ne l'a jamais fait. Maintenant qu'il y a la crise, nous avons senti que nous dépendons trop des importations alimentaires. Hein, alors qu'aujourd'hui, nous devons relancer notre activité de pêche, d'élevage, la culture vivrière. Maintenant, nous sommes au mois de mai, bientôt la saison sèche, c'est la saison des opérations pré-culturales. C'est maintenant qu'on prépare les champs, qu'on brûle on fait les feux de brousse, brûler, préparer, faire les billons pour planter dès que les pluies vont arriver. Mais qu'est-ce qu'on a prévu pour soutenir les agriculteurs? 80% de notre population est dans le monde rural. Si nous ratons la saison culturelle, là, nous allons avoir la famine. Au mois de septembre, donc, ce que nous n'avons pas planté, de septembre à décembre, donc nous risquons de manquer. Mais parce qu'on demande aux gens de se confiner, les patates, les haricots. Qu'est-ce que la population peut faire? La population qui est confinée, qui n'a plus de revenus, parce qu'elle a subi et le choc de l'offre et le choc de la demande, elle a besoin d'un soutien. Il n'y a que le gouvernement. C'est pour ça que moi j'ai plaidé, j'ai fait une émission
dans une radio périphérique avec les membres du gouvernement et l'administrateur délégué de la FEC, on doit avoir un véritable plan multisectoriel. La crise est systémique et multisectorielle. On s'est concentré sur les aspects sanitaires. Oublions qu'il y a aussi l'économie à côté. En tout cas, si on n'a pas oublié, on a moins investi du côté économique et social. Il faut vraiment intégrer, tu vois, les comités là est essentiellement composé de médecins, de personnel. Mais cette crise ici, il y a des aspects économiques, psychologiques, sociologiques, managériels. Bon, il y a des aspects qui sont pris en charge par le gouvernement, mais on ne voit pas un plan global. C'est intéressant d'avoir un plan global, avec des mesures qui ont déjà été prises qui sont bonnes, des allégements des taxes, mais il faut les évaluer. Ça va coûter combien à l'État? On va aller vers un collectif budgétaire. À l'époque, quand nous disions que le budget était surévalué, il y a des gens qui ont trouvé que nous étions des pessimistes, madame. Oui, mais avec le temps, ils ont compris que non. On 11 milliards, avant même la crise, on l'a ramené dans les plans de trésorerie à 5 milliards et demi. Et aujourd'hui, on va descendre en dessous de 5 milliards et demi. Ça veut dire qu'il y a des mesures qu'on doit prendre pour réduire les trains de vie de l'État. Et ça, on n'en parle pas. À commencer par le président de la République comme institution. C'est le moment de voir comment on peut entretenir des cabinets élefantesques où on continue à créer de nouveaux services. Comment on peut continuer à entretenir un cabinet, un gouvernement de 60-65 membres dans cette période ici? Comment on peut maintenir des salaires élevés, que ce soit pour les membres des institutions étatiques, que ce soit des députés, des sénateurs, d'autres corps d'État? C'est le moment où tous nous devons faire des sacrifices. Puisque la population fait des sacrifices. On a réduit ceux qui travaillaient et travaillent moins ou ne travaillent plus du tout. Leurs rémunérations ont été réduites, ils ne reçoivent plus comme ils recevaient. Vous voyez, par exemple, les enseignants des écoles privées, qui étaient mieux payés, aujourd'hui, ils sont en difficulté. En difficulté, et ceux de l'État, quand même, se réjouissent du moins. Mais alors, on va parler maintenant de plan de sortie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que plan de sortie, maintenant. J'ai dit, moi, quand j'étais ministre de l'Industrie, j'avais proposé une loi qui avait été votée après moi, la loi sur la sauvegarde des industries en péril. Aujourd'hui, nos industries sont en péril. Ça existe. A prévu des mesures pour soutenir et protéger l'industrie nationale en difficulté. Il y a des actions qui vont mener. Il y a l'FPI qui a mis 10 millions de dollars pour soutenir les industries. 10 millions de dollars, ce n'est pas beaucoup d'argent. Dans un pays de 80 millions d'habitants, où nous avons... Et moi, j'ai dit, il ne faut pas s'arrêter aux entreprises de transformation, parce qu'avant de transformer, il faut produire. Par exemple, l'industrie, l'agriculture est la source d'approvisionnement d'une grande partie des matières premières de l'industrie. Pour fabriquer aujourd'hui de l'huile raffinée, il faut produire d'abord de l'huile de palme. Pour fabriquer les foufous comme produit industriel, il faut produire d'abord les maniocs. Pour fabriquer de l'huile végétale, il faut produire d'abord l'arachide. Pour fabriquer de... Je ne sais pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de jours, on est en train de fabriquer des masques là. Il faut avoir du coton pour fabriquer des tissus. Tout ça, Alors maintenant, tout ça nous importe. Là, déjà, c'est que nous devons manger. Nous devons assurer d'abord notre sécurité alimentaire. Parce que la première maladie, je l'ai toujours dit, qui tue le plus dans notre pays, c'est la faim. Les médecins appellent ça la malnutrition. Pour prendre la chloroquine, sans manger, ça te tue. La première filière industrielle qu'il faut soutenir, c'est l'agro-industrie. L'industrie qui transforme les produits agricoles en produits alimentaires industriels qu'on peut conserver. C'est ce qu'on doit soutenir premièrement. C'est ça. C'est la première qu'on doit soutenir. J'ai vu qu'on a prévu aussi l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, c'est important. Une industrie comme le quinquina, j'ai toujours soutenu. La pharmacina, ce sont des industries, il y a beaucoup de pharmaciens congolais qui produisent, ils ne sont pas suffisamment soutenus. On importe plein de produits venant, bon, je peux citer les pays, de l'Inde, de l'autre,
qui ne sont pas toujours des produits qui ont la qualité des produits fabriqués ça, par nos propres. Riche, notre sol est riche, Oui. on a des plantes qui peuvent facilement nous aider à fabriquer des produits. Des pharmaciens comme Tondele et d'autres qui ont déjà produit beaucoup de... et des produits, des traitements de la malaria, des traitements de la grippe. C'est le moment de les soutenir pour que, à partir des produits locaux. Moi, j'utilise ici, chez moi, j'ai planté des motuzo. Mais c'est un grand désinfectant. J'ai toujours demandé, j'ai déjà proposé à quelques pharmaciens comment ils ne peuvent pas, moi, en prenant seulement les feuilles de motuzo. Il y a des beautés à base de motuzo, des savons à base de motuzo. Des savons aujourd'hui, des savons antiseptiques. Mais on peut les développer, on peut fabriquer des gouttes nasales. Quand vous prenez les liquides de motuzo, vous prenez seulement comme ça avec de l'eau, vous mettez dans vos narines, mais c'est comme les angrines, c'est parti. Et vous sentez votre cerveau nettoyé. La tourine, tout parti. Mais ce sont des choses qu'on doit valoriser dans notre pays. On doit valoriser, c'est le moment de profiter pour reconquérir notre marché intérieur. Fabriquer, consommer ce que nous produisons. Et produire à partir de ce que nous produisons, au lieu de dépendre tout à l'heure. Aujourd'hui, même l'Europe et les États-Unis, ils ont regretté d'avoir beaucoup investi en Chine. Mais non, cette crise doit nous enseigner, parce que même à l'extérieur, il y a des gens, il y a des morts, il y a des gens qui pleurent à tout moment. Et en RDC, bon, quand même, Dieu nous aide. Nous devons tirer les leçons. Des leçons, nous, les consultants dans les domaines d'organisation et de management, ce que nous disons, ce qui importe, ce n'est pas la situation qui vous arrive, les chocs qui vous arrivent, mais quelles sont les leçons que vous en tirez. Donc, il faut qu'on tire les leçons pour la transformation de notre économie, pour améliorer notre système de gestion des risques, notamment la prévention. Notre système de santé est incapable. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce qu'on a... Bon, et le nombre de malades. Malades, c'est bon, mais des morts quand même... Les morts sont... Même le nombre de malades. 1100 malades pour un pays de 80 millions d'habitants, même pour une ville de 12 millions. Ce n'est pas beaucoup. Ailleurs, là-bas aux États-Unis, vous voyez le nombre de malades. Et si ça arrivait chez nous ici, nous n'avons pas, on a dit à Matadi, maintenant ils sont à 45, mais ils sont déjà dépassés. Il n'y a pas de capacité d'accueil. Des systèmes sanitaires. Donc, c'est ce que nous appelons la résilience, c'est-à-dire la capacité à réagir face à des risques. Maintenant, nous devons construire cette résilience, à commencer. On a toujours proclamé l'agriculture comme priorité des priorités. Parce que... Mais ça devient maintenant une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, les gens qui ne mangent pas bien, moi je vois le nombre de personnes qui font des demandes. Des demandes. Mais c'est compliqué, sinon on arrive presque à la fin de notre émission. Vous allez donner quelques pistes de solutions, étant donné que vous êtes expert en la matière. Bon, les pistes que nous pouvons donner, je crois que ce sont d'abord la première piste, c'est ce que le gouvernement et les institutions doivent tirer les leçons. Les leçons, une crise, ça doit nous apprendre quelque chose. Pour que l'après-crise ne soit plus comme avant la crise. Il y a beaucoup de choses, des biens que cette crise nous a enseignés. Par exemple, en matière de l'enterrement. Oui, ça quand même c'est bien. Ça nous limite les dépenses, tout ça. Donc, je crois qu'on doit, ce sont des choses qu'on doit pérenniser. Les histoires des bars et des églises, c'est le moment de mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Toutes les histoires, toute la ville bondée des gens qui passent la journée à boire de la musique, des tapages, pour ne pas réfléchir, tout ça, des églises qui font que là, crier, ouvrir, au lieu de jouer leur musique pour ceux qui sont à l'intérieur, c'est déranger toute la communauté, et tous ces gens-là, au lieu de s'adonner au travail. Nous avons vu maintenant tous les groupes vulnérables qui dépendaient de la Gombela. Maintenant, là, on voit des aveugles. Il faut vraiment... Mais ils sont partis aussi, ces aveugles. Oui, je dis maintenant sur le boulevard Triomphal. Ah bon, ils ont changé de... Oui. Maintenant, tous les chèques se sont déversés sur le côté de Shoprite. Donc, vraiment construire une véritable politique, stratégie de gestion des risques sociaux et de gestion de la vulnérabilité. Et maintenant, sur le plan économique, il faut mettre vraiment en place un plan de transformation de notre économie, pour que cette économie soit tournée d'abord vers la satisfaction des besoins du marché intérieur, nourrir la population, soutenir et fournir des matières à l'industrie, transformer les produits locaux pour qu'ils puissent monter en valeur
Il y a des choses, maintenant aujourd'hui, on voit que les gens peuvent fabriquer des masques, on peut fabriquer des gels ici sur place, on peut fabriquer des tas de médicaments sur place, soutenir toute la production intérieure pour réduire notre dépendance. Nous devons sortir de l'extraversion. Une économie fortement extravertie comme la nôtre, dépendant presque totalement de l'extérieur, n'est pas efficace, n'est pas résiliente, ne sait pas résister au choc extérieur. Elle subit beaucoup les chocs et le gouvernement, voire aussi l'aspect de réduction du train de vie des institutions. Et alors, pour sortir de cette crise, ça peut nous prendre combien de temps? Ça dépend de notre capacité de résilience. Il y a nous n'avons pas suffisamment de moyens pour faire face, mais Dieu nous a fait grâce. Vraiment ceux qui disent que le Dieu qui... le Dieu congolais. Parce que quand vous voyez le nombre de morts, le nombre déjà de personnes atteintes, en Afrique, déjà de manière générale, nous sommes parmi les pays qui... on va dans l'Afrique en général à mieux résister, tandis que d'autres pays ont de très très grosses difficultés. On va faire un collectif budgétaire, nous devons savoir faire la politique de nos moyens, ne pas faire de la démagogie, ne pas nous